Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Afrique pour ce jeudi, le 18 juin 2026. On commence tout de suite avec cette information. Africa Health Excon 2026 cite « L'Égypte met en avant son expérience en matière d'assurance maladie universelle. L'autorité égyptienne de l'assurance maladie universelle a présenté l'expertise de l'Égypte dans le domaine de la couverture sanitaire universelle lors du salon Africa Health Excon organisé au Caire. Le pavillon de l'autorité a accueilli plusieurs responsables et diplomates, notamment le ministre libanais de la Santé, ainsi que les ambassadeurs du Sénégal, du Burkina Faso, de la Zambie, qui se sont informés des mécanismes de mise en œuvre du système égyptien et des résultats obtenus. Les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération et d'échange d'expertise dans les domaines de financement des soins de santé, de la transformation numérique et du développement des systèmes de santé. Les responsables égyptiens ont souligné leur volonté de renforcer les partenariats internationaux afin de soutenir la pérennité du système et de promouvoir la couverture sanitaire universelle. Et nous passons au Soudan. La représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Khartoum, Marie-Hélène Verney, a souligné que les affrontements n'ont jamais vraiment cessé avec des attaques systématiques de drones touchant de manière indiscriminée les cibles militaires et civiles. Pour plus de détails, voici un commentaire. La ligne de France est figée, mais la guerre continue au Soudan en proie à un conflit entre les généraux rivaux Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière, et Mohamed Hamdan Daglo, commandant de la milice des forces de soutien rapide. Avec plus de 14 millions de déplacés, le pays des deux Nils est devenu le théâtre de la plus grande crise humanitaire au monde, rappelle Marie-Hélène Vernier, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Soudan, depuis novembre 2025. Cette guerre a poussé un quart de la population soudanaise à fuir. Près de 5 millions se sont réfugiés dans les pays voisins, en Égypte, au Tchad et au Soudan du Sud. Mais Khartoum a été complètement détruite pendant le conflit. L'économie s'est écroulée et l'état d'urgence continue. Dès que l'on aborde la situation humanitaire au Soudan, la famine est systématiquement évoquée. L'ONU estime que 20 millions de personnes, soit plus de 40% de la population, souffrent de faim aiguë. 14 zones du Darfour du Nord, du Darfour du Sud et du Kordofan du Sud sont menacées de famine, alors qu'environ 135 000 personnes y souffrent déjà de niveaux de faim extrêmes. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoignons par téléphone Dr Samir Souleyman, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, oui, merci à vous. Alors, premièrement, comment expliquez-vous l'aggravation de la crise humanitaire au Soudan, malgré la stabilisation relative de certaines lignes de front? Oui, même là où certaines lignes de front semblent moins mobiles, la crise humanitaire continue de s'aggraver parce que l'accès à l'aide, différents types d'aide, s'est détérioré. Que les infrastructures aussi essentielles ont été endommagées gravement. Et les combats restent quand même intenses dans plusieurs zones, notamment au Darfour et au Kordofan et autour de Omdurman. L'ONU souligne aussi que les menaces contre les travailleurs humanitaires, les obstacles bureaucratiques aussi croissantes. Oui. Et les retards de visa, de permis de voyage, ainsi que des procédures d'autorisation incohérentes bien entendu, bloquent concrètement l'acheminement de l'aide. À cela s'ajoute aussi la baisse de financement humanitaire et la fermeture et l'inaccessibilité de plusieurs routes et postes frontalières.
ainsi que les attaques contre le Port-Soudan, principal pont d'entrée de l'aide qui fragilise encore toute chaîne logistique. Autrement dit, une relative stabilisation militaire locale ne signifie pas une amélioration pour les civils. Sans sécurité, sans accès humanitaire, financement, la situation peut s'empirer même quand le front il bouge moins. Oui. Docteur Samir, également, quelle est la situation actuelle d'aujourd'hui dans les camps de déplacés, les zones menacées par la famine? Bien entendu, la situation est catastrophique et je suis modéré dans plusieurs camps de zones assiégées. Selon l'ONU, comme tout le monde le sait, le camp de Abu Shouk et Zamzam et de Darfour du Nord sont dans une situation très très tendue. Environ 180 000 personnes restent piégées à Zamzam après son assaut des paramilitaires. Vous savez, Hamido, le fameux général paramilitaire, ils ont fait un assaut, il y a 180 000 personnes assiégées. La famine a d'abord été confirmée à cette zone de Zamzam, puis une analyse présentée au Conseil de sécurité indique qu'au début 2025, il n'y a que les conditions de famine qui ont été déjà sur place. Mais aujourd'hui, dans le camp de Zamzam et à Bouchour, ainsi que dans l'ouest de Mont de Nouba, avec un risque de famine de 17 autres zones à l'échelle du pays de conflit. Il y a plus de 13 millions de déplacés de personnes et environ 4 millions vers des pays voisins. Amnesty International signale en 2026, il y a plus de 26 millions de personnes étaient privées dans une spirale d'insécurité totale alimentaire et autres. Oui. Selon vous, que peut faire la communauté internationale afin de répondre à cette crise sans précédent qui est qualifiée de plus grande crise humanitaire dans le monde entier? Exactement. La priorité est d'obtenir une pression politique réelle sur les belligérants, sur les partis au conflit, pour un cessez-le-feu, des pauses humanitaires et de la protection effective des civils. Il faut aussi exiger un accès humanitaire sans entrave. La délivrance rapide des visas a permis l'ouverture durable des couloirs des postes frontalières. La sécurité aussi pour le convoi de protection, les infrastructures civiles. Ensuite, les donateurs qui donnent pour le Soudan doivent augmenter fortement les financements, car les agences humanitaires expliquent que le coût budgétaire prive déjà des millions de Soudanais de nourriture, des médicaments et d'autres services vitaux. Enfin, la réponse doit inclure aussi les suivis diplomatiques, le ferme sur le respect de le droit international humanitaire et le droit des humains. Car plusieurs organisations estiment que la réaction internationale reste encore insuffisante face à l'ampleur de la crise. On ne va pas parler encore de femmes qui subissent des agressions sexuelles et autres. C'est extrêmement énorme. C'est énorme. Parfait, Dr Samir Soulaiman. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous. Nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. En RDC Congo, 7 patients guéris d'Ebola en Ituri. 7 patients atteints du virus Ebola ont été déclarés guéris au centre de traitement de Rwampara dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo, selon des équipes médicales de l'Alliance pour l'action médicale internationale. Parmi les personnes rétablies figure un nourrisson de 15 mois considéré comme le premier bébé guéri de cette épidémie liée à la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle aucun vaccin homologué n'est actuellement disponible. Les responsables sanitaires soulignent que le dépistage précoce et une prise en charge rapide restent essentiels pour améliorer les chances de survie. Ils estiment que ces guérisons constituent un signal encourageant dans la lutte contre l'épidémie et appellent les populations à consulter rapidement les structures de santé en cas de symptômes.
Et, chers téléspectateurs, les 10 pays africains les plus endettés auprès du FMI en juin 2026. Alors, en juin 2026, 10 pays africains affichent les niveaux d'endettement les plus élevés vis-à-vis du Fonds monétaire international, le FMI, selon les dernières données publiées par l'Institut de Washington. Pour plus de détails, voici un commentaire. Les chiffres confirment une tendance lourde sur le continent. Le recours au concours du FMI n'est plus une simple bouffée d'oxygène conjoncturelle, mais bien une variable structurelle pour plusieurs économies. Derrière ces statistiques se dessine une réalité plus complexe où la survie budgétaire à court terme se paye au prix fort sur le plan de la souveraineté économique et des politiques publiques. Ces 10 nations, dont les noms figurent dans la base officielle du FMI, cumulent des encours qui grèvent durablement leur marge de manœuvre. Parmi elles, on retrouve des poids lourds démographiques comme la République démocratique du Congo, des économies en sortie de crise sécuritaire comme le Mozambique ou encore le Sénégal. Dans tous les cas, la dette due au FMI représente une part non négligeable de leur engagement extérieur total et les remboursements programmés amputent déjà des lignes budgétaires essentielles. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est accentué depuis la succession de chocs externes qui ont frappé le continent depuis 2020. Pandémie, guerre en Ukraine, tensions sur les prix des matières premières, puis resserrement monétaire mondial. Le FMI a joué son rôle de prêteur en dernier ressort, multipliant les instruments d'urgence et les programmes élargis. Toutefois, là où l'on attendait des interventions temporaires, plusieurs pays se retrouvent engagés dans des cycles successifs d'accords sans parvenir à sortir de la spirale de la dette. L'horizon ne s'annonce pas plus clair pour 2027. Le FMI lui-même, dans ses rapports de surveillance, appelle à une diversification des sources de financement et à un renforcement de la mobilisation des recettes fiscales internes. Et le Maroc, premier bénéficiaire des financements européens en Afrique du Nord. Le Maroc a reçu 268 millions d'euros d'engagement de l'Union européenne en 2025 dans le cadre de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale selon le projet du budget général de l'Union européenne pour 2027. Avec cette enveloppe, le Royaume devient le premier bénéficiaire des financements européens en Afrique du Nord, devant la Tunisie, l'Égypte, la Libye, l'Algérie. Il concentre à lui seul plus d'un tiers des engagements européens destinés à la région. Selon la Commission européenne, ces financements visent à soutenir les programmes de coopération et de développement dans le cadre du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. Et on termine avec cette information. La nouvelle banque du développement NDB, institution financière des BRICS, a approuvé un prêt pouvant atteindre 1 milliard de dollars en faveur de l'Afrique du Sud afin de soutenir la modernisation des infrastructures municipales. Ce financement bénéficiera à 8 grandes métropoles du pays qui regroupent près de 22 millions d'habitants, soit environ 40% de la population sud-africaine,
Les fonds seront consacrés à l'amélioration des services essentiels tels que l'approvisionnement en eau, l'assainissement, l'électricité et la gestion des déchets. Selon la NDB, ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations, à renforcer l'activité économique locale et à soutenir les objectifs du Plan national de développement de l'Afrique du Sud à l'horizon 2030. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.